Comment ça va après cet atelier, j'ai l'impression? Vous avez bien bossé, visiblement, bravo. Pour démarrer cet après-midi, une fois n'est pas coutume, on vous propose de prendre un petit temps pour s'accueillir, atterrir après l'énergie de l'action de l'atelier. Alors certains ont besoin de faire une sieste en début d'après-midi ou en tout cas un temps calme. On ne va pas aller jusqu'à la sieste, mais on va vous offrir un moment d'écoute, de repos, d'inspiration en écoutant Valentin et le rêve de Valentin. Valentin, tu peux me rejoindre, a écrit son rêve de l'université 2030. Et pour démarrer cet après-midi, ce qu'on vous propose, c'est de vous laisser bercer par ces paroles. On va baisser un peu la lumière, posez vos écrans, posez vos téléphones, posez vos ordinateurs et laissez-vous envahir ou projetez-vous dans le rêve de Valentin. Le premier rayon de lumière glisse entre les volets entr'ouverts, éveillant mon esprit encore flou. Je m'étire longuement avant de m'extraire des draps, porté par une douce excitation que seules les promesses d'une journée bien remplie peuvent insuffler. Je prépare mon petit déjeuner. 2 tartines de pain complet, une couche épaisse de confiture maison que j'avais récupérée après quelques services rendus au jardin partagé, et un verre de jus d'orange fraîchement pressé. J'aurais pu descendre à la cafétéria pour profiter de l'ambiance vivante et autogérée du lieu, mais ce matin, j'ai envie de savourer un moment de calme dans mon cocon. Je finis tout de même par m'y rendre pour y boire un café. Là-bas, des visages familiers s'animent, discutent, débattent ou simplement se retrouvent. Dans un coin, je croise Monsieur Lemoine, un professeur à la soixantaine bien entamé, qui habite dans la résidence. Ses cours, il faut l'admettre, ne sont pas les plus captivants. Souvent trop denses, trop minutieux, mais chaque échange informel avec lui est une plongée dans une encyclopédie vivante. Nous parlons politique, technologie et même un peu de poésie. Il me parle d'une époque où les diplômes étaient rigides, cloisonnés, bien avant la révolution pédagogique qu'a introduite le polyplôme. Le polyplôme, c'est l'âme de notre université. Contrairement au cursus classique, ici, nous construisons nos chemins à travers plusieurs domaines. Parmi un choix d'une quarantaine de disciplines, je me suis inscrit à 2 parcours, informatique et sciences politiques, enrichis d'une mineure en philosophie. J'aime cette idée qu'apprendre ne se limite pas à une seule voie, mais se construit au croisement de plusieurs horizons. Mon premier cours de la journée est justement un cours de philosophie. Pas une séance en salle, non, une marche collective. Nous sommes une quinzaine, suivant notre professeur à travers les sentiers boisés qui ceinturent le campus. Il pose une question d'apparence simple, mais toujours suffisamment aiguisée pour bousculer nos certitudes. Ici, pas de leçons descendantes, mais des discussions et débats qui se croisent, et cette sensation d'une réflexion vivante, en mouvement. Après la philosophie, une autre facette du campus me réclame. Je suis représentant de la nature universitaire, élu pour défendre les droits des éléments naturels qui peuplent notre environnement. Ici, chaque usagère de l'université est parrain ou marraine d'un être végétal. Mon protégé est une portion de rivière qui serpente à travers le campus. D'autres se sont vus attribuer des arbres, des bosquets, des plantes grimpantes. Nous avons la responsabilité de les entretenir, même si tout le monde n'est pas très rigoureux avec ça. En étant parrain ou marraine, nous avons une voix pour représenter notre filleul végétal. Nous élisons des représentants de la nature qui siègent dans les instances universitaires. Je suis moi-même élu, et aujourd'hui, je siège au conseil de discipline pour débattre des sanctions à infliger à un enseignant qui a été accusé de manière répétée pour des faits de pollution. Ce système peut sembler étrange, mais il donne une voix à ce qui est souvent invisible, l'environnement. Chaque arbre, chaque cours d'eau, chaque buisson est représenté. Une démocratie élargie, en somme. Midi arrive et le restaurant universitaire m'attend. Ici, la restauration est une affaire collective. Bien sûr, des personnels sont employés aux rues, mais ils reçoivent tous les jours l'aide d'étudiants, d'étudiantes et de membres du personnel.
De la récolte des produits chez les producteurs locaux à leur transformation en plats équilibrés, ils et elles participent à tout. Ils n'ont pas le choix. Chaque année, nous avons 1 ou 2 dates auxquelles nous sommes de corvée. Ce système existe pour le restaurant universitaire, mais aussi pour le ménage et le jardinage. C'est d'un côté très contraignant, et beaucoup s'en plaignent. Mais c'est une mesure qui permet à tous et à toutes de prendre conscience des réalités du terrain, qui inculque des valeurs de respect des travailleurs et des travailleuses défavorisées, et qui permet de faire des économies. Aux rues, tout n'est pas parfait. La viande, par exemple, ne figure au menu que 2 fois par semaine. Et sa rareté a souvent déclenché des débats enflammés. Aujourd'hui, c'est un plat végétarien avec une imitation de viande. Ce n'est pas aussi bon que de la vraie, mais c'est le même prix et les valeurs nutritionnelles sont satisfaisantes. Le début de l'après-midi est marqué par une douce torpeur. Certains se réfugient dans les espaces aménagés pour la sieste, et d'autres, comme moi, reprennent les cours. Cette fois, c'est de l'informatique. La prof nous apporte des connaissances et nous devons les mettre en pratique en participant au développement de l'application de l'Université de Rennes. Son code est public, open source, et nous nous efforçons d'ajouter des fonctionnalités comme le paiement aux rues ou l'inscription au sport. Ce type de projet donne un sens immédiat à nos apprentissages. Les étudiants et les étudiantes adorent. Le soir, le bar du campus s'anime. Ici, pas d'alcool, mais une ambiance chaleureuse où les discussions vont bon train. Ce soir, l'association de musique organise un concert. Tout autour de moi, les visages s'éclairent, les rires résonnent. Le bar est plus qu'un lieu de détente, c'est un creuset où les liens se tissent, où les idées s'échangent. Les notes s'élèvent, légères, emportant avec elles les fatigues de la journée. Et c'est ainsi que s'achève la journée du 31 janvier 2034 à l'Université de Rennes. Fin. Merci beaucoup Valentin. J'ai pas envie de rompre tout de suite le plaisir de naviguer dans ton rêve. Je vous propose qu'on prenne le temps, une petite minute encore de silence. Merci. En fait, j'ai envie de savourer jusqu'au bout cette dernière session, vous en durez le plaisir. Quel chemin parcouru depuis 9 mois? Quel chemin parcouru tous ensemble pour en arriver aux travaux que vous avez terminé de réaliser ce matin, à ce rêve de Valentin qui retrace assez bien tous les imaginaires dans lesquels nous nous sommes projetés et qu'on a hâte de voir devenir réalité. Ce slide, vous le connaissez bien, et derrière ce slide, effectivement, il s'en est passé des choses. Plus qu'un slide, c'est des chemins, des moments de vie vécus ensemble, des apprentissages, des expérimentations, des hauts, des bas aussi. Ce que nous vous proposons maintenant, c'est de prendre ce temps de la rétrospective, un petit temps de retour en arrière, un petit voyage dans le temps pour se remémorer tout ce qui a été vécu depuis 9 mois. Alors souvenez-vous, le 3 avril 2024,
Vous voilà réunis pour la première fois tous ensemble sur le campus de Beaulieu. Sont présents pour l'introduction de ce lancement des étudiants, parmi ceux qui ont vécu le parcours de la CEC avec l'Université de Rennes et qui viennent témoigner de leur désir de voir l'université s'engager dans une aventure collective de transformation. Ils partagent aussi leur espoir, ils partagent leurs attentes. Je vous propose de réécouter les mots de Julia à ce moment-là, ce 3 avril 2024. Et donc aujourd'hui, moi, j'y crois à ce projet. J'y crois, mais je reste vigilante. Je vous ai à l'œil. J'ai beaucoup d'espoir et j'espère qu'ensemble, on réussira à construire quelque chose de grand, de percutant et à la hauteur de l'enjeu aujourd'hui. Et cet enjeu, c'est Nicolas Freud de l'INSA Lyon qui vient nous en parler. L'INSA Lyon, d'ailleurs, qui vient de démarrer à peu près en même temps que notre convention, son assemblée aussi de la transition à l'INSA. Nicolas Freud présente les limites planétaires, le dépassement de ces limites. Il évoque le donut aussi. Il parle déjà de re-questionner les missions de l'ESR, de changer de posture. Il parle de transdisciplinarité, de coopération, compter ce qui compte. Tous ces mots qui résonnent fort et qui vont résonner fort pendant tout le parcours. Le lancement, c'est aussi le partage de la vision du succès. Souvenez-vous, vous avez tous contribué, réfléchi, participé en vous interrogeant sur qu'est-ce que ce serait une convention réussie. Et il y a des mots qui ressortent, une transformation de nos pratiques, de nos formations, de notre recherche, une dynamique collective dans la durée. S'autoriser aussi des terrains d'expérimentation. Embarquer toutes et tous, toutes les parties prenantes, personnelles, étudiants, tout notre écosystème. Et puis, un engagement sincère de tous les acteurs. Mai 2024, nous voilà réunis pour la session 1, le constat et le monde d'après. Ça y est, c'est parti. Vous arrivez en vous demandant un petit peu ce qui va se passer. Impatient d'en découdre ou pas trop envie d'être là, peut-être. Vous découvrez vos carnets de bord pour la première fois et vous vous voyez attribuer des noms d'animaux, des noms d'oiseaux parfois. Vous voilà devenus Sterne, Gravelot, Dauphin, Hippocampe, Blaireau, Lucine. Ces noms qui vont vous suivre pendant tout le parcours et créer des collectifs. Au démarrage, vous vous dites plutôt bien informé, voire très bien informé sur les enjeux écologiques. Votre sentiment face à la crise écologique, la mise en mouvement, mais aussi l'anxiété, voire l'impuissance, la paralysie. Votre capacité d'action, pas évidente. En tout cas, vous n'avez pas forcément une vision très claire de ce que sera le monde de demain ou du rôle de l'université dans ce monde. Et là, on y va. On se plonge dans le constat. Et il est noir, ce constat. Le climat, une sortie de route pour respecter l'accord de Paris. La biodiversité, nous rentrons dans une 6e extinction de masse. L'eau, de plus en plus de sécheresse, de plus en plus extrême. Des eaux polluées. Les ressources, des consommations qui explosent, des ressources qui s'épuisent. Pollution de l'eau, pollution des sols, pollution de l'air. Sans oublier les inégalités sociales. Il est lourd, ce constat. On a beau savoir, c'est toujours dur, parfois violent. La claque est réelle pour nombre d'entre vous, plus ou moins forte selon les personnes. Ça secoue, ça chamboule, on prend le temps d'en parler en équipage. On ouvre même la porte aux émotions. Les émotions, ce qui nous met en mouvement. Qu'est-ce que tu fais, toi, une fois que tu sais ? Et c'est l'objet de cette lettre que vous écrivez, la lettre au futur. Une lettre qui a changé pas mal de choses pour plusieurs d'entre vous. Bon, on remonte la pente. C'est quoi le monde de demain ? Olivier Amand nous parle de robustesse, comment maintenir le système stable malgré les fluctuations. Il nous invite à nous inspirer du vivant. Mathieu Baudin nous ouvre de nouvelles perspectives, de nouveaux récits, peut-être une porte vers un monde plus désirable. Il nous invite à penser aux 3A. Qu'est-ce qu'on abandonne ? Qu'est-ce qu'on améliore ? Qu'est-ce qu'on adopte ? Quelques citations d'ailleurs marquent les esprits et nous suivrons pour la suite de l'aventure. Rassemblons-nous, mais ne nous ressemblons pas. L'utopie n'est pas l'irréalisable, mais l'irréalisé.
Et puis, au pire, ça marche. Session 2, juillet 2024. Juillet 2024, mais pas n'importe quel jour. Le lendemain, souvenez-vous, du premier tour des élections européennes. L'ambiance est lourde ce matin du 1er juillet. Et le témoignage de Nadia résonne d'autant plus fort. Nous pleurons avec elle ce matin-là, touchés au plus profond de notre humanité. Des étudiants viennent parler de précarité, au plus près de nous. Ce dont on parle en fait, c'est ça, c'est l'intérieur du donut. Après avoir exploré le plafond écologique, nous parlons du plancher social. Se nourrir, se loger, avoir accès à la santé, à un travail digne. Les séquences s'enchaînent. Vous essayez de vous projeter dans un futur lointain, à horizon 2050, peut-être pour faire abstraction de ce présent qui nous occupe tant l'esprit. Pas facile de lâcher prise. François Tadei nous parle d'université apprenante, d'éthique, d'empathie, de coopération, de polyplôme, d'IA aussi. Benoît Freund nous partage son expérience de l'UNIL, leur démarche construite autour de ce fameux donut. Magali Evert vous invite à lâcher prise, faire confiance au processus, tandis que Lucas renonce à ses certitudes. Vous découvrez le format des feuilles de route, ça y est, ça devient concret. Vous plongez dans les questionnements qui doivent vous amener à définir un cap à 10 ans. Et puis arrivent les vacances. C'est plutôt ça, et c'est bien aussi. Et là, pour nous, c'est un peu le doute, la ligne de crête, l'exercice périlleux de l'équilibriste. Alors après la session 2, c'est vrai que vos retours ne sont pas toujours très tendres. On écoute, on digère, on s'interroge. Comment répondre à vos attentes, à l'impatience, au questionnement, tout en gardant le cap, cet objectif, le pas de côté, qui de fait génère de l'inconfort et des turbulences. On construit une première version du programme, une deuxième, une troisième. Et arrive le mois d'octobre, et la session 3. On est un peu fébrile au démarrage. Et en fait, on se retrouve, et on est super content de se retrouver. Vous avez bien bossé pendant les vacances, vous avez des bons résultats au quiz, ce qui nous permet de nous reconnecter de manière ludique et joyeuse. Et puis on se rappelle pourquoi on est là. On se rattache au rêve, à l'utopie, cette utopie qui n'est pas l'irréalisable, mais l'irréalisée. Quelques voix s'élèvent dans l'amphi. Et si nous formions des décideurs responsables vis-à-vis de la planète et des enjeux sociaux? Et si nous sortions de la logique du toujours plus? Et si l'université devenait un lieu d'expérimentation de la cité de demain? Séverine Fantapy remet l'économie, le social, l'écologie à leur place. Nous parlons low-tech. Émeric Fortin présente les compétences de la transition écologique. Stéphane Guillot, Tamara Benari partagent les enjeux de la recherche. Isabelle et Muriel parlent de coopération territoriale à travers le projet IRIS-E. Et puis ce sont les premiers interéquipages. Ça y est, vous sortez un petit peu du cocon de l'équipage pour croiser les regards, vous confronter aux idées des autres, élargir le cercle. L'objectif, à ce moment-là, identifier les leviers de transformation. Et à la fin de cette session, on s'autorise même un petit chant. Nous célébrons ensemble la terre et le vivant au son de Belle Mama. Nous vibrons ensemble, ça fait du bien. La confiance est revenue, l'équipe est à bloc. Session 4. Novembre 2024, nouvelle boussole, comptez ce qui compte. On change de décor. Vous voilà confortablement installés dans ces mêmes sièges, au diapason, puis le lendemain à l'INRIA. Ralentir ou périr, s'interroge Timothée Paric depuis l'UNIL. Nathalie Blanc introduit la dimension artistique et met la lumière sur ce qui compte mais ne se compte pas. Les étudiants prennent la parole aussi. Nous nous prenons de passion pour le droit de l'environnement avec Isabelle Michalet ou la comptabilité environnementale avec Alexandre Rambaud. Aurélien Acquier aussi ouvre cette table ronde sur la formation. On partage des expérimentations au sein de l'Université de Rennes, le chapiteau de Sandrine Rospabé. Ronan vient nous parler aussi de tout ce qui est en cours dans la formation. Et vous revoilà en interéquipage pour travailler, continuer les actions, les objectifs d'impact. Les liens commencent à se tisser, les débats sont fertiles, on avance. Session 5. C'était il n'y a pas si longtemps, on change encore de décor, nous voilà à l'EHESP. Ça fait du bien de bouger. Une session très riche, sous le signe de l'expérimentation, plus de temps en atelier, de l'arpentage pour certains, des controverses, on débat, on n'est pas d'accord, et c'est OK. On apprend, on grandit ensemble.
Vous réfléchissez sur des bouts de papier par terre, plus rien ne vous étonne. Coopérer. 3 interventions inspirantes, incarnées, qui donnent à voir ce que signifie vraiment coopérer. Faire œuvre commune, dépasser ses intérêts individuels au service du bien commun. Elle est belle cette photo, dans l'amphi à l'EHESP. Ils sont beaux nos coachs aussi, qui ont accompagné le processus, qui ont permis cette rencontre fertile de différentes cultures. Et elle est joyeuse cette session. Vous dites au revoir à vos équipages, vous vous préparez pour l'envol. On se laisse séduire par le slam d'Élodie, on danse, on chante, on rit. Et nous y voilà, 31 janvier 2025, session 6, l'envol, la fin du début, le début de la fin, je ne sais plus. En tout cas, c'est un commencement. Vous avez super bien bossé ce matin, bravo. Alors oui, forcément, c'est jamais parfait, ce sera jamais complètement fini. Il y a peut-être de la frustration, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de satisfaction. On aurait aimé faire encore plus, on aimerait faire toujours plus, ou différemment. Mais dites-vous que ce qu'on a permis là, les conditions qu'on a créées, c'est ce qui nous a amené au cœur de ce qu'on pouvait amener à ce moment-là. Et c'est déjà super comme ça. Et ce long chemin alors, où est-ce qu'il nous a amenés ? En fait, c'est pour accompagner la promenade à travers une évocation graphique de la Convention. On a raconté notre Convention à Morgan Marzin. Morgan Marzin, c'est un facilitateur graphique. On lui a raconté. Nous lui avons demandé de nous dessiner la Convention. C'est donc une représentation, une interprétation libre qu'il nous a faite. Donc en route pour la promenade. Sophie nous a rappelé tout notre parcours, de quoi nous sommes partis, co-construire l'Université de Rennes 2030 au service de l'enjeu commun d'habitabilité d'un monde juste, sûr, durable et désirable. Mais il y a autre chose avec lequel on est parti avec ce donut, vous le connaissez, elle l'a rappelé, le plafond environnemental, le plancher social. Ce dans quoi nous devons inscrire toutes les actions, toutes les décisions que nous devons prendre. Et aujourd'hui, 31 janvier 2025, on y est arrivé. Nous avons un résultat partagé, un document dense qui contient 4 axes, 23 leviers et beaucoup d'actions. On l'a vu ce matin, ça peut encore changer, évoluer. Déjà, moi j'en retiens quelques-uns de ces leviers. Tiens, celui-ci par exemple. Faire évoluer les enseignements pour y intégrer les questions de transition sociale et écologique. Développer le lien au territoire. Développer une recherche sobre et coopérative. Adapter les pratiques et méthodes de recherche, intégrant systématiquement les limites environnementales et sociales avec un système d'évaluation. Développer les démarches expérimentales. Évaluer et mesurer les impacts socio-écologiques dans les décisions et les projets. Placer la nature au cœur des processus de décision et d'action de tous les acteurs de l'université. Valoriser l'engagement des étudiants et du personnel pour développer une vie de campus active, durable et solidaire en vue de promouvoir un nouveau modèle de société. Mais il n'y a pas que le document. Il y a aussi l'expérience que nous avons vécue. Une mise en mouvement collective, faite de riches échanges. Nous y avons appris beaucoup, en particulier sur la co-construction. Il ne faudra pas l'oublier. Et surtout, il faudra continuer de mettre tout cela en pratique. En pratique, comme le prendre soin, par exemple. Écouter le vivant. Changer de mode de pensée. Tu te souviens, c'était de ça qu'on est parti. Se mettre en mouvement, créer une dynamique collective.
faire ensemble autrement. Partager un cadre commun des connaissances et des compétences. Garder avec nous l'écoute, la bienveillance, la co-responsabilité, mais surtout accepter la controverse, sortir grandi du désaccord. Alors maintenant, on y est. Antoine nous a présenté 2 personnes en haut d'une falaise, prêtes à se relever. On peut dire que c'est une nouvelle ligne de départ. Enfin, finalement, ce n'est rien d'autre que l'aventure qui continue. Nous avons construit un commun en parlant, en apprenant et en partageant une diversité de sujets. Je te parlerai par exemple des limites planétaires, Des enjeux du territoire, de l'expérimentation, c'est si important, ralentir, et renoncer coopérer, avec robustesse. Tu te souviens, maintenir le système stable et viable malgré les fluctuations. Tiens, un autre mot dont il faudra préciser la définition, systémique. L'espace tiers, créer un endroit où on va pouvoir se retrouver, campus et territoire. Enfin bref, une université apprenante. Eh bien, ce que j'ai envie de te dire, c'est que tout cela nous rend responsables. Et cela implique collectivement, autant qu'individuellement, un engagement tenace. En fin d'après-midi, en fin de plénière d'ailleurs, nous allons proposer à chacun d'entre vous de prendre un engagement, son engagement, pour soutenir et poursuivre la dynamique de ce collectif convention. Et puis surtout, c'est le temps du partage. Autour de nous, autant que possible, aussi loin que possible. Cette fresque est là pour ça, à notre disposition. Un outil à afficher, à commenter, à partager. Morgan va compléter la fresque avec le travail fait ce matin, et puis nous vous la mettrons rapidement à disposition. Ce sera un document simple pour partager et pour raconter à votre tour l'expérience, le résultat et l'ambition de la Convention. Vous voulez cette fresque ? Alors, le résultat de la convention, c'est évidemment tout le travail produit par vos soins, mais pas que. Comme c'est affiché ici, comme on en a parlé, c'est effectivement une dynamique collective, c'est une transformation personnelle parfois. Et qui d'autre que vous pour en parler de ce que cette convention a changé. On va avoir le plaisir d'écouter plusieurs témoignages de participantes et participants, pas moins de 9 en tout. Et pour démarrer, je vais appeler Jean-Christophe et Mathilde. Si vous voulez. Alors, ils vont avoir besoin d'encouragement parce que c'est pas facile. Ouais. C'est un peu mou les encouragements, je trouve, mais. Ah voilà. Je vais laisser Jean-Christophe démarrer. Bien, c'est bon. Écoutez, bonjour à toutes et tous. Alors merci. Déjà, voilà, moi, ce que ça a transformé, changé, parce que c'est la question. Avant ça, déjà, je voudrais quand même dire un grand merci pour tout, pour tout ce qui a été fait, et en particulier pour quelque chose qu'on expérimente rarement à l'université. C'est la mise en place d'un cadre de confiance et de sécurité qui nous a permis toutes et tous de travailler globalement de pair à pair. Moi, j'ai travaillé avec un ensemble de collègues. Vous voyez, on voit encore un peu d'émotion même à le dire.
parce que ça arrive rarement, on est dans un système qui est quand même assez verrouillé, hiérarchie, pyramidal, enfin tout ce qu'on veut, même s'il y a quand même des gens ici qui n'ont ni Dieu ni maître, mais je veux dire, voilà. Et là, on a vraiment travaillé dans un cadre vraiment incroyable, donc un grand merci. Et la deuxième chose qui me permettra de vous expliquer en quoi ça a été transformant pour moi, c'est toute cette matière, dont tu as fait un parfait résumé, qui, je pense, nous a permis de nous nourrir. Alors, je pense que si on s'était nourri de toute la matière, on serait tous en indigestion complète. Donc, il y a encore un peu de digestion à faire, qui nous a vraiment bousculé, en tout cas moi personnellement, ému, bien entendu. Je repense encore à Barbara, qui nous a un peu scié une des premières interventions, là. Bon, ça permet au moins à Ludovic de dire qu'il va conclure la session en chanson. Donc ça, c'est quand même une satisfaction incroyable, je tiens à le rappeler. Ouais, bon, il échappera pas à son destin. Et surtout, voilà. Alors après, moi, il y a deux plans. Évidemment, il y a un plan professionnel. Ça a été important. Alors, c'est tombé vraiment. Alors, merci d'avoir organisé ça pour être en synchro avec les AMI CMA. Donc, ces appels à manifestation d'intérêt pour qu'on finance la transformation de nos formations, parce que j'ai eu un ensemble de collègues, là, quelques-uns qui travaillent avec moi sur ce sujet-là. Et franchement, le projet tel qu'on l'a proposé, il a rien à voir avec ce qu'on aurait pu imaginer sans cette convention. C'est systémie, robustesse, ce que l'on veut. Et ce ne sont pas que des mots. C'est-à-dire que ça nous a permis aussi d'échanger avec les intervenants. Et en fait, on a des intervenants qui sont partenaires. Donc ça, sans la convention, ça n'existe pas. Je pense à Loïc qui doit être dans le coin, je te vois pas, mais il pourra en témoigner aussi. Et puis moi, il y a un dernier point qui est personnel. Alors je sais que une minute, je sais jamais faire. Qui est très personnel, c'est que ça m'a beaucoup interrogé aussi sur mon propre parcours, sur ce que je suis devant vous là. Et la preuve que le cadre il est de confiance, puisqu'on arrive à l'exprimer. Et je me suis dit, mais au final, j'ai contribué à quoi dans ce processus qui a été le constat qu'on a fait au tout début. J'étais acteur de quoi dans cet aspect-là? Alors en tant qu'individu, et puis même en tant que formateur. Et je lui dis j'ai quand même fait des choses extrêmement standards, extrêmement performantes. Et du coup, ça remet pas mal en question. Et j'en ai partagé avec mes collègues notre façon de faire. Et puis il y a un deuxième plan qui m'a beaucoup interrogé. Alors là, c'est vraiment très personnel. C'est comment moi devant vous, universitaire. En 2 générations, on passe de gens qui vivent du produit de la terre, qui étaient mes grands-parents, en faisant gaffe à tout ce qui se passait autour d'eux, parce qu'ils savaient pertinemment que s'ils faisaient des bêtises, ça serait compliqué l'année qui suit, à quelqu'un qui s'est jamais préoccupé de ça. Et je me suis dit, j'ai oublié des trucs. J'en ai beaucoup parlé avec mes parents. Je pense qu'en tant que formateur, il y a des choses sur lesquelles on doit veiller quand on enseigne auprès de nos étudiants et qu'on doit vraiment partager. Voilà. Vous m'excuserez, je serai plus rapide parce que moi, quand je parle trop vite généralement. Donc, comme beaucoup d'entre vous, je suis intéressée par les questions environnementales et écologistes. J'ai occupé des postes, des fonctions associatives en lien avec ces questions-là. Et comme beaucoup des jeunes qui sont ici, on a été sensibilisés depuis l'enfance à ces questions. Elles font partie de notre quotidien et c'est peut-être même, entre guillemets, plus important pour nous, dans un sens, parce que ça a toujours fait partie de nos vies. En tout cas, on nous a toujours dit qu'il y avait une crise climatique, donc il y en a beaucoup d'entre nous qui s'inquiètent. Et pourtant, alors que j'ai participé à tous ces moments de discussion, ces tables rondes, ces moments d'échange, notamment entre jeunes, sur les questions de transition environnementale, je me suis posé la question pourquoi cette convention, elle est spéciale pour moi. Déjà, pour moi, c'est une démarche que je trouve exceptionnelle parce que, en tant qu'université, comme tu le disais, Jean-Christophe, justement, on n'a pas forcément beaucoup l'occasion de se retrouver, en tout cas en si grand nombre et surtout avec une si grande diversité des personnes qui sont présentes. Notamment, je suis très contente qu'il y ait autant d'étudiants qui nous aient rejoints au fur et à mesure. Mais aussi parce que je crois sincèrement que ça va aboutir à de réels changements. Et une des raisons pour laquelle on m'a demandé de témoigner, c'était pour dire que, en tant que vice-présidente, je vois au quotidien, dans les réunions qu'on a sur des sujets qui sont très variés, je ne parle pas seulement de vie de campus en tant que vice-présidente étudiante, eh bien, il y a souvent 1 ou 2 personnes dans la réunion qui interpellent et qui posent les questions. Est-ce qu'on a parlé de robustesse ?
Est-ce que c'est vraiment raisonnable d'aller dans ce sens-là alors qu'il y a la Convention en parallèle et qu'on se pose des questions par rapport à notre impact environnemental? Et cette fonction d'éclaireur de vous, qui êtes ici, au sein des différentes instances auxquelles vous participez, au sein de vos composantes, c'est pour moi le cœur de la Convention. Donc je suis vraiment contente de voir que, avant même la fin, je fais ce constat-là. Et c'est une fierté pour moi, donc je continue à avoir des espérances très radicales par rapport au changement que l'université opérera. Mais j'ai confiance dans le cheminement qu'on a fait et je pense vraiment que sans que ce soit parfaitement conforme à mes espérances, il y aura un bénéfice immense au travail qu'on a fait collectivement. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Je vais proposer à Liana, Quentin, Loïc et Valentin de me rejoindre. Finaliser juste à temps. Merci. Moi, je vais commencer par expliquer comment je suis là. C'est tout simple, c'est grâce à des pommiers. Ça peut sembler étonnant, mais moi, c'est mon envie. C'est que le campus, il ait des pommiers partout, pour les étudiants et pour les personnels aussi. Donc, j'en parle autour de moi. Comment je fais pour mettre des pommiers? Ça te dirait, toi? Ah ouais, ce serait génial. Et puis, après, je parle à des responsables de l'université. Et ils me disent, va à la convention, fais la convention, va à la convention. Me voilà. Je suis arrivé à la convention en me disant oh c'est bon, moi je suis déjà sensibilisé, je connais déjà bien le truc, j'ai lu, j'ai écouté plein de trucs sur le réchauffement climatique et tout, moi je maîtrise le sujet, je viens parce que ça a l'air cool, ça a l'air sympa, le projet est stylé, mais bon, moi je suis déjà sensibilisé. Je vous le donne en 1000, j'ai pris une claque, hein. Bonjour, moi je suis venu pour le collectif avec la volonté d'établir collectivement des objectifs clairs pour une université humaine et qui respecte les limites planétaires. Ensemble, on peut créer un rapport de force qui oblige à ce changement. C'est exactement la même chose qu'on décide collectivement aux assemblées étudiantes. Nous avons des objectifs débattus qui sont la préservation d'une qualité d'études dans le service public. Me voilà arrivée à la première session de la convention. Bonjour, je m'appelle Liana. En animal en L, libellule. Enchantée Martha. Premier atelier, on pose le cadre. Bienveillance, écoute active, parler en son jeu, énergie de la flèche. Mais où est-ce qu'on va bien pouvoir aller avec tout ça ? À la Convention, j'ai été ému par les valeurs de justice sociale, de défense des plus précaires face aux crises environnementales. Ce sont les mêmes valeurs et les mêmes objectifs que je retrouve dans les collectifs en lutte, comme celui qui s'organise contre les déficits des services publics. C'est la volonté de prioriser des biens communs publics face à des privatisations injustes. Même si nos moyens d'action divergent, nos intérêts sont les mêmes. C'est là-dessus que peut se bâtir la confiance d'un dialogue fructueux. Soutenons-nous mutuellement pour un service public fort. À la convention, j'étais pas prêt pour la force des propositions. On a quand même dit des trucs comme aller au zéro déchet, faire une uni-jardin, mettre des sièges pour les représentants de la nature dans les conseils. C'est hyper fort. Et vraiment, je pense que j'aurais pas
porter ces positions si j'avais pas été dans ce collectif-là et si j'avais pas vu et vécu tout ce que j'ai vu et vécu avec vous. Moi, s'il y a une chose que je dois retenir de la Convention, c'est que des humains, hommes ou femmes, dans un cadre, ils sont capables d'être intelligents et de faire quelque chose qui j'espère et je pense, sert le bien commun. Une fois à la Convention, j'ai trouvé une grande feuille, 8 personnes, 4 questions, et on avait 16 minutes. Ce sera donc 30 secondes de temps de parole par personne et par question, chronomètre en main. D'apparence contraignante, j'ai vite compris que ce cadre était en réalité très utile. Il réduit les rapports de domination en redonnant à chacun et à chacune la même place pour s'exprimer, quel que soit son genre, sa position ou son niveau de confiance en soi. Les ateliers que j'ai trouvés les plus constructifs, les plus enrichissants, sont ceux où tout le monde s'est exprimé de manière égalitaire et libre. Je repars de la Convention avec l'envie qu'on le fasse, mais vraiment. J'ai envie de dire à tout le monde les positions qu'on a prises, les propositions qu'on a faites, d'aller dire à tous les étudiants, toutes les étudiantes, tous les enseignants, tous les enseignantes, tous les personnels, tout le monde, regardez, on s'engage à faire ça, on s'engage à faire ça, on s'engage à faire ça, et que eux, dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, ils nous disent alors, ça en est où là ? Je repars avec des objectifs décidés collectivement pour une université humaine et respectueuse des limites planétaires. Ensemble, dans la diversité des luttes, des conférences comme ici, une association des amis de la Convention, des blocages ou des tractages, nous devons imposer cette université publique et démocratique. Celle qu'on a décidée collectivement à la Convention et lors des AG étudiantes. Ici, on joue dans la même team. Envoyer la police contre un mouvement social, ça ne nous paraît pas pertinent. Alors que l'on lutte pour la même chose. C'est un choix d'envoyer la police sur les campus. Hier, des camarades défendent notre service public, comme ce qu'on fait ici à la Convention, la même chose, se sont retrouvés avec les yeux douloureux et la peur d'être battus. Qu'est-ce qu'on ressent ? Dans notre corps, dans notre tête. L'opposition entre les intérêts des étudiants et de la présidence n'existe pas. Cette convention a démontré que l'on peut communiquer sur des désaccords. Je suis ici, je soutiens et j'estime la démarche. Je vous invite à considérer l'hypothèse d'autres démarches de lutte pour obtenir cette convention. Les objectifs fructueux communs de cette convention. À la fac, on est comme un écosystème. Notre écosystème est fragile. Si on s'isole, alors l'écosystème arrive à un état d'écologique plus pauvre. Soyons un écosystème fort, ensemble, étudiants, profs, présidence, personnel. Nous avons des objectifs communs pour la fac, pour cette fac. Ce n'est pas le cas de l'écosystème prédateur qu'est le ministère. Ils ne partagent pas cette vision. Mais ensemble, on peut faire vivre cette convention. Et pour faire vivre cette convention, l'autre jour, en rentrant de la session 5, je me suis dit, et si on devenait des ambassadeurs de la convention, puisqu'il faut qu'on embarque nos écosystèmes avec nous. Mon message, c'est celui-ci. Soyons des ambassadeurs de cette convention. Allons parler à nos collègues ou nos amis qui sont autour de nous pour parler du projet, de ce qu'on pense qui est bien ou qui est moins bien, peut-être aussi. Et moi, c'est ce que j'ai commencé déjà à faire. Mercredi dernier, avec 4 de mes camarades, c'est pas beaucoup, mais c'est ce que j'ai essayé de faire. On a fait un débat, on a parlé de la low-tech. J'ai essayé d'appliquer ce que j'ai appris là. Donc, je vous invite à faire de même. Moi, je repars de la Convention avec des idées comme veiller à l'inclusion de tout le monde,
être à l'écoute, prendre du recul sur nos interactions, sur nous-mêmes. Ce que je propose, c'est de faire infuser ces principes dans nos réunions, dans nos discussions, mais aussi dans les instances de décision de l'université. Parce que la meilleure manière de prendre des décisions est collective. Merci. Je vais pas avoir assez de main, Un grand merci à tous les quatre. Et je vous propose un dernier tour de parole. Pandora, Isabelle, si vous voulez bien me rejoindre. Et Xenia devait aussi se joindre à nous. Malheureusement, elle a un empêchement personnel. Cependant, elle m'a laissé un texte que je lirai pour elle. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, merci beaucoup à l'équipe de la Convention. On nous avait promis un parcours de transformation, donc je suis vraiment épatée du résultat. Personnellement, j'estime avoir beaucoup grandi pendant ce parcours, avoir beaucoup appris sur à la fois des connaissances en matière de transition, mais aussi sur notre manière de travailler ensemble, de s'écouter. Donc, ça a été pour moi une grande transformation. Donc, merci et bravo à l'équipe. Je voudrais parler de deux choses que m'ont plus évoqué cette convention de l'université en transition. La première chose sur laquelle je trouve que ça a été un parcours formidable, c'est qu'on s'est tous mis à la page sur certains concepts, comme la théorie du donut, on en a encore parlé, sur comment faire de la recherche interdisciplinaire, voilà, sur la robustesse versus la performance, enfin, tout un tas de concepts communs, voilà, qu'on a acquis une culture commune. Et en fait, tout au long du parcours, tout ce qu'on a évoqué me rappelait constamment le projet IRIS-E. Donc, on l'a présenté, Muriel Isler qui est là, Roxane est dans la salle aussi. Mais donc ça, c'est une équipe qui travaille sur ces sujets nuit et jour, quasiment. Et moi, ce que je souhaite et ce que j'espère, c'est que suite à cette convention, il y ait beaucoup de nouveaux projets qui soient déposés à IRIS-E en matière de formation, en matière de recherche, parce que c'est vraiment le sujet d'accélérer les transformations socio-environnementales et de les financer à l'échelle du territoire breton. Donc, que cette convention soit générateur et catalyseur d'idées qui pourront trouver un débouché, un aboutissement dans le cadre d'IRIS-E. Donc, c'est un call to action. Abonnez-nous à notre infolettre, allez voir notre site web pour vous tenir au courant, parce que c'est vraiment un projet extraordinaire qu'on a la chance de porter à l'université de Rennes. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, sur une note beaucoup plus personnelle, moi, en tant que directrice de service, qu'est-ce que ça m'a apporté, la convention? Donc, beaucoup, mais je vais vous citer juste un exemple. La semaine prochaine, donc, dans ma direction de service, la DPST, on a un midi, un temps d'échange qu'on a appelé le Knowledge Lunch. Et on a choisi de parler de l'intelligence artificielle, parce que dans notre service, on va à la fois travailler sur la transition socio-environnementale et on va aussi solliciter des moyens pour des applications d'intelligence artificielle, etc. Donc on a là un sujet qui est intéressant, puisque c'est un sujet pas évident, complexe. Et donc l'idée, c'est au lieu d'avoir cette controverse apparente et finalement de faire comme si elle n'existait pas, l'idée la semaine prochaine, c'est que notre VP en charge, merci Olivier, qui est juste en face, de la stratégie d'intelligence artificielle, vienne dans notre équipe présenter pas pourquoi l'IA, mais quelle IA, comment est-ce qu'on peut penser à l'IA à l'Université de Rennes, à une équipe qui est composée en majeure partie de gens qui travaillent sur le sujet de la transition socio-environnementale. Donc
moi, en tant que directrice de service, animer comme ça et puis instaurer des ateliers comme ça de controverses où on peut éclairer ces vents contraires qui peuvent souffler sur l'université, éclairer les positions et puis créer des conditions d'un dialogue en confiance, etc. Bah ça, sans la convention, le faire, l'organiser, je ne suis pas sûre que je me serais senti la légitimité de le faire. Donc merci de nous avoir donné finalement cette position, ce rôle, cette responsabilité, et puis aussi de nous avoir donné les outils en fait pour animer ces temps d'échange. Donc merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Je vais me mettre dans la peau de Xenia, le temps de quelques minutes de lecture, et je te laisserai le mot de la fin, Isabelle. Alors, ce que nous dit Xenia. Ce que je retiens du parcours de la Convention, c'est avant tout un immense sentiment de responsabilité. Une responsabilité qui s'apparente à une flamme fragile que nous devons porter coûte que coûte. Cela, malgré le vent et la tempête. Cela me rappelle cette scène marquante du film Nostalgia d'Andrei Tarkovsky. L'acteur Oleg Yankovsky traverse une piscine vide, une petite bougie à la main, symbole de la lutte acharnée d'un homme pour préserver la croyance en l'humanité. Cette image me parle profondément, car elle illustre ce que nous vivons. Avancer, malgré l'incertitude, malgré les résistances, en veillant à ne jamais laisser la flamme s'éteindre. Cette responsabilité, je la ressens à 2 niveaux. D'abord, il s'agit d'apprendre à dépasser les clivages. Les transitions écologiques et sociales ne peuvent pas avancer si nous restons enfermés dans nos cercles de pensée, incapables de dialoguer avec ceux qui ne partagent pas nos valeurs. Cécile Renoir donne l'exemple des échanges entre écologistes et agriculteurs en colère. C'est un exercice difficile, car cela demande d'écouter réellement, de comprendre les préoccupations de l'autre, sans renier ses propres convictions. Mais c'est essentiel. Aujourd'hui, dans un contexte politique de plus en plus polarisé, on voit bien que si chacun reste campé sur ses positions, rien n'avance. Avant la Convention, je ne mesurais pas cette responsabilité. Aujourd'hui, j'en fais une priorité. Chercher des ponts, favoriser le dialogue, avancer malgré les divergences. Ensuite, il ne suffit pas d'avoir de bonnes intentions. Il faut les traduire en actions concrètes. À l'Université de Rennes, par exemple, nous pouvons tous nous accorder sur la nécessité d'un plan ambitieux pour la transition écologique. Mais la mise en œuvre est une autre histoire. La transdisciplinarité, par exemple, ne se décrète pas. Elle demande une planification et une logistique rigoureuse. Dire que l'intendance suivra ne suffit pas. Prenons un exemple concret. Si nous voulons intégrer davantage d'approches écologiques dans les formations, cela implique de repenser les maquettes pédagogiques, de former les enseignants, d'aborder les infrastructures, d'adapter les infrastructures. Ce n'est pas juste une question de volonté, c'est une question d'organisation. C'est pourquoi cette responsabilité est collective. Enseignants, personnel, administratifs, étudiants, partenaires, élus, nous avons tous un rôle à jouer pour que nos engagements ne restent pas lettre morte. Parce que porter cette flamme, c'est une chose, mais la faire grandir, c'est ça le véritable défi. Et Xenia pense bien à vous aujourd'hui et elle aurait vraiment aimé pouvoir être avec nous aujourd'hui. Bien, je ne sais pas si on ne devrait pas s'arrêter sur ces propos, parce que je vous avoue que ce n'est pas facile de prendre ces 2 dernières minutes après cette diversité de propos, puis ces témoignages émouvants. C'est vrai que ce n'est pas compliqué. J'aurais dû réfléchir un peu plus avant d'accepter d'utiliser ces 2 dernières minutes de cette session. Mais enfin, je vais me plier quand même à l'exercice et j'ai essayé de faire une petite introspection et j'ai essayé de voir dans quel état d'esprit j'étais avant la Convention et dans quel état d'esprit je repars de cette session. Et alors bien évidemment, moi je suis venue avec mon histoire et mon histoire de femme politique engagée et notamment engagée sur ces sujets de préservation de l'environnement, puisque ça fait partie des fondements de mon engagement politique, avec la lutte contre les inégalités sociales. Je dirais que c'est les 2 piliers de mon engagement, donc forcément je suis venue avec ce bagage-là.
Et c'est vrai que je suis venue avec curiosité, mais un petit peu comme Valentin, avec un état d'esprit, me dire bon, ça va être intéressant, c'est super, on va faire un travail qui va m'enrichir, c'est évident, mais j'y croyais pas plus que ça, quoi. Je me suis dit, j'ai quand même un certain nombre d'éléments de connaissances, et puis j'étais pas persuadée que ça allait bousculer ma façon de vivre ou ma façon de travailler. Et j'avais tort, voilà, c'est évident, parce que je crois que je suis venue justement avec cette posture un peu militante, avec les travers qui s'y rattachent, et la Convention m'a fait bien prendre conscience de ça, que même si la cause est importante pour nous, elle ne permet pas de rester dans un couloir et de ne pas regarder tous les points, toutes les considérations, et elle doit effectivement prendre en compte le sujet d'une manière systémique, parce qu'on peut avoir tendance à, pour la cause, justifier tous les moyens, et je crois que le fait d'avoir travaillé avec vous tous au sein de la Convention m'a permis de remettre en question ma posture vis-à-vis des enjeux de transition environnementale et sociétale, et ça c'est vraiment un aspect important pour moi. Et je repars avec ça, et c'est quelque chose qui va m'accompagner maintenant dans mon travail et dans ma relation avec les autres. Donc ça, c'est un élément, un atout que j'emporte avec moi. Et puis l'autre sujet, c'est qu'effectivement, ça m'a permis de prendre conscience que j'étais bien loin d'avoir une compréhension, ne serait-ce que satisfaisante, des sujets pour les travailler de manière collective, en co-construction, avec tous les outils qu'on nous a fournis au cours de cette convention. Et puis pour finir, parce que je sais que j'ai que 2 minutes, ça m'a permis aussi, cette convention, de mieux vous connaître les uns et les autres, et je crois que c'est une clé de la transformation de nos sociétés. Merci Isabelle, merci beaucoup. Créer des liens. Tout ça ne laisse pas indifférent. Vous avez sûrement besoin de partager un petit peu là avec votre voisin comment ça va, comment vous vous sentez. On vous propose un petit temps, vous savez, ce petit temps de parler à ton voisin avec une proposition de questions. Qu'est-ce qui vous a touché, et peut-être qu'est-ce que ça vous inspire pour votre propre engagement, et on y reviendra en fin de plénière. Allez, top chrono, on se laisse 2 minutes chacun.
là, ça doit être 57. On a 2 minutes, mais on avait un peu de marge. Donc, ça convenait bien. Et puis, elle a fait pas parler 10 minutes. Monsieur le Président. Vous vous souvenez du dessin qui a été projeté de Morgan avec la grande fresque que vous avez découvert tout à l'heure, et il y avait en haut à gauche une université apprenante. Et pour aussi apprendre de ce qu'on a appris ensemble de cette convention, on a mobilisé un collectif de chercheurs qui a observé pendant toute la convention ce processus comme un objet de recherche. Et je propose que Julie, qui a animé ce collectif, tu viennes nous présenter un petit peu le résultat, ou au moins le retour de ces observations pendant les 9 mois de la Convention. Merci. Je vais vous parler effectivement un peu de ce collectif des éclaireurs, des éclaireuses, ce qu'on a fait, où on en est, et vous parler aussi un petit peu de notre envol. Alors pour vous rappeler un tout petit peu qui on est, parce que peut-être que pour certains ou certaines c'est un petit peu flou, c'est qui ces participants, mais qui prennent des notes et puis qui sont chercheurs, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils vont dire de nous. Donc comme l'a dit Ronan, voilà, on est un collectif, un petit groupe de chercheuses, chercheurs qui viennent de disciplines différentes, qui représentent les sciences politiques, les sciences de gestion, la sociologie et les sciences de l'éducation. Qui nous sommes retrouvés tout au long de la Convention pour pouvoir justement à la fois capitaliser sur la démarche de Convention, aussi nourrir un regard réflexif en discutant entre nous, mais en interagissant aussi avec l'organisation, et nouer des liens au sein d'une communauté de recherche plus large qui s'intéresse justement aussi à ces processus de délibération, à ces formats si particuliers que sont les conventions. Et donc, dans ce collectif, on a eu différentes personnes qui sont toujours aujourd'hui dans ce groupe des éclaireurs, des éclaireuses, ou qui n'en font plus partie, mais qui ont joué aussi un rôle important pour nourrir nos réflexions. On a plusieurs chercheuses externes à l'université, notamment Émilie Franquiel de l'UPEC, Fiorella Bourgeois de l'UPEC également, Manon Sala, qui fait sa thèse au Learning Planet Institute. Et au sein de l'Université de Rennes, on a eu l'occasion de travailler avec Jean-Pierre Le Bourris, et également de bénéficier de la présence et du travail de 2 étudiants, Simon Gendrel et Margot Desmoulins, qui est toujours avec nous aujourd'hui et qui nourrissent de manière très stimulante aussi la réflexion et la recherche sur ce processus de convention. Et moi-même à l'université aussi. Alors, concrètement, comment on a travaillé, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce que c'est que d'être un éclaireur ou une éclaireuse de la Convention ? Notre premier rôle, ça a été d'abord, et ça l'est toujours, de recueillir des données pour pouvoir documenter ce qui s'est passé dans cette Convention et pouvoir en faire un cas qui pourra être étudié, comparé à d'autres initiatives similaires menées dans des universités en France, à l'international, mais aussi peut-être dans d'autres types de structures privées ou publiques.
Donc pour ça, évidemment, on a été parmi vous à faire de ce qu'on appelle de l'observation participante, c'est-à-dire qu'on a été intégrés comme des participants en tant que tels, tout en ayant aussi un regard analytique et une prise de notes assez active quand on le pouvait entre les sessions, puisqu'on essayait d'être pleinement présent pour vraiment jouer le jeu au même titre que les autres participants pendant les sessions en équipage ou en interéquipage. En parallèle, on a démarré une conduite d'entretien. Donc, on interviewe un certain nombre d'entre vous qui l'acceptent, qui sont volontaires. On essaie d'être représentatif aussi dans le panel de personnes qu'on interroge. Et on va continuer à le faire même après la convention pour recueillir un peu plus à froid les ressentis des participants, mais aussi pour aller interroger d'autres acteurs, notamment auprès de la gouvernance, pour mieux comprendre aussi l'après-convention. On va pouvoir aussi travailler sur les questionnaires ou toute autre documentation qui aura été produite. Donc tout ce que vous avez produit aussi, tout ce qu'on a produit au cours de ces sessions peut faire l'objet d'analyses. Et donc tout ça, l'idée c'est de le mettre en commun, de confronter aussi nos observations, nos points de vue entre chercheurs. On vient de disciplines différentes, mais il y a certaines choses qu'on partage, et puis il y a des éclairages qui sont plutôt complémentaires. Et puis bien sûr, l'idée de pouvoir valoriser ce qu'on aura observé au sein de la Convention, de différentes manières. La première, ça va être tout simplement en contribuant au réseau des universités délibérantes. Donc ce petit collectif des éclaireurs, ça a été aussi un point de départ pour s'ouvrir à ce collectif plus large dont vous a parlé Émilie lors de la dernière session, et donc qui va permettre de partager aussi nos réflexions, nos façons d'aborder sous l'angle de la recherche ces processus de convention. D'ores et déjà, on a des communications qui vont être présentées en conférences académiques qui ne portent pas uniquement sur le cas de Rennes, mais qui intègrent en partie quelques éléments d'analyse qui permettent de comparer la Convention de Rennes avec celles qui sont menées dans d'autres universités que suivent notamment Émilie et Fiorella. Et puis, on réfléchit aussi à valoriser ce qui a été fait au sein de l'université, au travers d'articles académiques, peut-être collectifs, peut-être chacune dans nos disciplines, tout en se partageant systématiquement aussi nos travaux pour pouvoir continuer à s'alimenter. Et tout ça est encore en discussion. Voilà, ça c'était un petit peu pour la forme. Après, concrètement, qu'est-ce qui ressort de nos observations et quelles sont les pistes de réflexion qui émergent de ce qu'on observe? Alors évidemment, pour nous, il est encore un peu tôt pour tirer des conclusions. Il est même encore un peu tôt pour vous partager nos observations et nos analyses. On ne voudrait pas, en cours de route, influencer peut-être aussi vos propres perceptions de ce qui est en train de se produire. Et nous-mêmes, on n'a pas forcément encore assez de recul pour pouvoir tirer des résultats de ce qui est en train de se passer. Donc ce que je vais vous présenter, ce sont plutôt des pistes de réflexion qui sont explorées, qui vont être approfondies et qui pourront faire l'objet, comme je le disais, de valorisation. Alors, un premier point qui nous a intéressés, c'est quelle est la place et la trajectoire des individus qui participent à la Convention. En particulier, on s'est demandé si finalement la Convention est un dispositif qui permet d'autres dynamiques de prise de parole et de relations de pouvoir dans les sessions. Voilà. Est-ce que quand on vient dans la Convention en tant qu'étudiant ou étudiante, en tant qu'enseignant-chercheur, en tant que personnel administratif, est-ce que ça joue un rôle dans la place qu'on va avoir dans les discussions? Ou est-ce qu'au contraire, la façon dont est organisée la Convention va permettre d'effacer ces statuts-là, ces frontières-là? Donc ça fait partie des choses qu'on va observer. On va aussi se demander quelles sont les formes d'engagement individuelles des personnes qui participent à la Convention. Avec quelles intentions on est venu et avec quelles intentions on ressort à la fin. Mais aussi quels sont les impacts de la Convention sur les participants, que ce soit des impacts personnels ou professionnels. À un niveau un petit peu plus collectif, on va s'intéresser aussi à la manière dont on a délibéré concrètement à l'intérieur de ces sessions. Et on va aller examiner de plus près, en prenant un peu de recul, le rôle qu'auront joué les méthodes, les outils dans notre capacité à délibérer tous ensemble. Voilà, le fait d'avoir 30 secondes, des post-it, chronomètre en main, qu'est-ce que ça a généré dans nos façons de discuter collectivement. Et puis, un point qui nous paraît aussi important à mettre en avant, parce qu'il est souvent oublié, c'est la place du renoncement et la place des dissensus. Et de voir dans quelle mesure ces éléments-là ont été pris en compte tout au long des sessions. Et enfin, et ça pour nous c'est vraiment une question clé, on va s'intéresser à la portée institutionnelle de la Convention. Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce que ça crée comme transformation?
On a bien compris que c'est une attente aussi très forte de la part des participants et des participantes. Et c'est aussi un point sur lequel on a envie de continuer à documenter ce qui va se passer. En particulier, on se demande si la Convention, finalement, elle va permettre de mieux faire communauté. Et à quelle échelle ? On va se demander, et ça c'est une question qu'on a abordée la dernière fois, comment on va faire pour passer du mini-public au maxi-public ? Qu'est-ce que ça va créer aussi peut-être comme élément de créativité, comme frein, voilà, peut-être comme surprise. Et enfin, on va se demander si la Convention peut être un levier de métamorphose d'une université et plus largement de son écosystème. Des grandes questions. Puis vous me direz, ça fait beaucoup de questions et pas beaucoup de réponses. Mais comme disait mon grand-père, un chercheur qui trouve, il n'a plus de travail. Alors plus sérieusement, évidemment, donc, on va essayer d'apporter un certain nombre de résultats aussi à ces questions. Et pour le moment, les valorisations qui sont en train d'être apportées, ce sont les suivantes. Alors, on a 2 rapports de stage qui ont été produits, qui ont été ou sont en train d'être produits par les 2 étudiants qui ont mené leur stage de recherche, notamment au sein de la Convention. On va également travailler sur une note de réflexion qui visera à nourrir un rapport final ou un guide méthodologique, ça j'en reparlerai un petit peu après. Et l'idée de pouvoir contribuer de manière plus large pour dépasser le cadre de l'université au guide méthodologique qui est en train d'être construit par le réseau des universités délibérantes dont vous a parlé Émilie la dernière fois. Donc de pouvoir aussi valoriser à plus grande échelle les observations qu'on aura pu faire et aussi aider à en tirer de bonnes pratiques pour les prochaines conventions. Et puis on a quelques communications, comme je le disais, qui seront présentées dès cette année. Et puis finalement, le cœur de la valorisation, ce sera peut-être ces articles ou autre chose, mais le plus important, c'est finalement qu'on souhaite, je pense, toutes et tous, prolonger la coopération entre les chercheuses et chercheurs de ce collectif des éclaireurs après la convention, que ce soit par la coécriture d'articles, par l'animation d'un réseau en commun ou tout simplement en gardant contact et en continuant à échanger. Et je pense que c'est une des choses les plus importantes aussi de ce réseau des éclaireurs parce que ça fait partie des objectifs de la Convention, c'est de créer la coopération. Voilà, et simplement pour conclure sur une note plus personnelle et surtout en parlant en mon jeu. Quand on vit la Convention en tant que chercheur, en tout cas moi je l'ai vécu aussi en tant que personne. Donc la Convention, même en l'observant, ça bouscule, ça transforme, ça fait réfléchir, ça fait évoluer. Et donc surtout dans un contexte où parfois tous ces questions, ces défis de transition, moi en tout cas m'amènent à réfléchir, à remettre en question ma place, mon rôle en tant que chercheur dans la cité. En travaillant sur des projets comme la Convention, moi en tout cas ça redonne du sens et de la motivation dans mon métier. Et je dirais plus personnellement, je suis avant tout fière de continuer à être une personne parmi parmi un collectif qui a envie de transformer et qui a envie de se transformer. Merci. Celui-là marche. Oui, celui-là marche mieux. Merci beaucoup, Julie, pour ce temps de présentation. J'en profite du coup pour vous dire que dans le cadre de ces travaux, il y a besoin de données et que vous allez recevoir un questionnaire de fin de parcours. Comme vous avez reçu votre questionnaire de début de parcours, c'est important que vous puissiez le remplir parce que c'est ce qui va permettre de pouvoir donner les éléments de cette analyse. Voilà, donc n'oubliez pas de le remplir quand on va vous l'envoyer. La suite, maintenant, on a célébré, on a écouté, et maintenant, c'est le temps de la suite. Alors pour ça, je vais appeler le président, qui est ici, pour vous donner la suite de notre aventure. Je vais peut-être appeler le bureau avec moi. Voilà, peut-être Cécile, Muriel, Eric, Ludovic, Bruno. Voilà, n'hésitez pas. Voilà, j'en profite. Voilà, pour être
et les collègues du bureau. Merci. Non, je vais juste, et j'en profite pour inviter les... Et j'ai une pensée pour Nathalie Auchard-Seguin, qui ne peut pas être là aujourd'hui avec nous, mais je propose qu'on lui envoie tous des ondes positives et de l'énergie positive, parce qu'elle regrette de ne pas être là. Voilà. Voilà. Merci au DGSA. Voilà. Voilà. Oui, ils nous rejoignent. Peut-être Gaël, Josique, Élise. Voilà, merci. Bon. Ouais, c'est ça, voilà, bien. Alors, je vais vous proposer une présentation à deux voix pour le collectif. Donc, j'ai demandé à Eric, qui est aussi avec Émilie. C'est un peu grâce à eux que tout s'est passé, puisque c'est eux aussi qui étaient à la Convention des entreprises pour le climat. Et c'est là d'où c'est parti. Et moi, ce que je voulais vous témoigner, parce qu'on m'a dit ne fais pas une approche trop technocratique, le plan, la planification écologique, parle avec ton cœur, dans tête, cœur, corps. Et moi, je voulais vous parler de ce que j'ai vécu. Alors d'ailleurs, je ne sais pas pour tous les amateurs de lecture, vous savez, il y a une phrase de Kafka que j'aime bien qui dit le livre, ça doit être la hache qui brise la mer gelée en nous. Et j'ai trouvé que la Convention, c'était aussi cette idée de nous remuer intérieurement sur notre vie, nos pratiques, et j'ai trouvé que c'était réussi. Et je salue aussi Isabelle, un pèlerin, parce que comme toi, on m'a demandé dans quel état d'esprit j'étais venu. Et au début, vous savez, quand on est dans ces fonctions, vous avez beaucoup d'enjeux dans la transition écologique environnementale. Et alors, il y a la prise de conscience, mais en même temps, il y avait ces émotions. Et malgré tout notre engagement, il y avait quand même un climat qui était aussi marqué un peu par, j'allais dire, un peu l'inquiétude, l'éco-anxiété. Je me souviens, la première fois, on s'était retrouvés ensemble, toute l'équipe, on avait fait la fresque du climat, et pour moi, c'est toujours, mais qu'est-ce qu'on va faire après? Est-ce que ça va pas? Et là, je pense aussi à tous nos étudiantes, tous nos étudiants, est-ce qu'ils vont pas aussi déprimer? Et puis, j'avais ce sentiment un peu d'inquiétude. Il y avait aussi ce sentiment des fois un peu de malaise, parce qu'on se dit tous responsables. Et puis chacun va chercher et l'entreprise, et l'État, et le ministère, et l'université, et l'agriculteur. Et on va chercher aussi des coupables. Mais en fait, un malaise un peu diffus. Et quelquefois, le risque, c'est aussi le déni. Le déni qui se dit, de toute manière, c'est soit trop peu, soit trop tard, soit on n'y arrivera pas, soit finalement il va y avoir la technologie qui va nous sauver. Regardez du côté des États-Unis, et puis ils vont trouver. Et c'est ces émotions. Et lorsqu'on nous a proposé, parce qu'avec toute l'équipe, et là je salue ceux qui nous ont proposé la convention, j'allais dire que c'était un pari. En plus, moi j'aime bien savoir où est-ce qu'on va. Puis là, on me dit non, on va vous demander étape par étape, tous les 2 jours, de faire un bilan et on va faire la suite après. Alors moi j'avais beau me dire, mais alors le schéma des DRS, le plan, les indicateurs, les jalons. Non. On va déjà donner les grandes briques. Et puis le plus important, par contre, ce qu'ils m'ont demandé, c'est que vous soyez là. Que vous soyez là. Que vous soyez là. Que nous soyons tous présents. C'était ça la demande, en fait. Et c'était qu'il y a un engagement. Et tout à l'heure, d'ailleurs, il y a une étudiante qui l'a rappelé, une exigence. Ça ne pouvait pas être du greenwashing, juste faire un schéma qui tombe. Non, c'était être présent. Et ce pari, au bout de ce parcours, finalement, pour moi, c'est les émotions qui me sont apparues, c'était d'abord la joie. La joie d'être ensemble.
On a commencé, je crois, à 160, on a fini à 150. Bon, moi, j'ai trouvé ça super. Et une joie d'être ensemble, quel que soit aussi notre statut, notre âge, notre profession, le fait qu'on appartienne à l'établissement, à l'ensemble des établissements. Et je salue les chefs et les représentants des établissements composantes, associés, partenaires. Mais une joie d'être, et puis une joie de faire. Parce que si on était là, c'était quand même pour agir ensemble. C'était pas uniquement pour être, c'était aussi pour agir. Mais en fait, il y avait des opportunités sur le dessin. Et c'est vrai qu'on a découvert des talents cachés. Merci pour ces dessins. Merci pour l'art. Merci si on m'avait dit que j'allais faire la chenille à l'EHESP. Je n'y aurais pas cru. Voilà. Et on a chanté ensemble. Et c'est cette joie. Et on parlait d'ouvrages. En ce moment, on partageait nos ouvrages. C'est Eric qui me parlait de la sobriété heureuse. Et puis en même temps, je me dis, vous savez, on dit souvent un gramme de pratique vaut mieux qu'une tonne de théorie. Et je trouve qu'on l'a incarné, en fait, pendant tout au long de ces parcours, cette sobriété heureuse, cette joie. Et ça, c'était vraiment formidable. Donc ça, c'est vraiment ce que j'accueille comme émotion. Et puis la deuxième émotion aussi, c'est la confiance. Parce qu'à un moment, je me suis dit, attention, on connaît tout ce qui va être dit sur la planète. C'est vrai qu'on va sur Google, on tape, on connaît en plus certains intervenants, donc ça va être difficile. Eh bien moi, à chaque fois que j'ai été à écouter, je trouvais qu'il y avait des raisons d'espérer. C'est-à-dire qu'à chaque fois, et pourtant c'était le plus réaliste et le plus scientifique possible, et puis en même temps, il nous invitait à espérer et agir, parce que les deux sont liés. C'est notre action qui permet de construire l'avenir. Et ça m'a marqué. Même le moment où tout est sombre, vous savez, un moment d'ailleurs, au moment de 21 décembre, c'est le moment où il fait plus froid. En ce moment, on a une pensée aussi sur le temps, sur la planète. Et ben, c'est le moment où le jour commence à allonger. Eh bien, c'était ça aussi, ces témoignages, ces experts. C'était à la fois, on est dans ce moment très sombre, et puis on sent qu'on va pouvoir avancer et qu'il y a des raisons d'espérer. C'est cette confiance, cette force du collectif, avec un parti pris d'horizontalité dans lequel on n'était pas habitué. Ça, vous l'avez en partie dit, mais c'est vrai que moi, c'est ce qui m'a frappé. C'est ce que Isabelle, d'ailleurs, m'avait dit. C'était, d'habitude, on ne voit pas toujours étudiants, enseignants, personnel, égalité. Ce que vous avez dit pour le cadre, et ça a été bien redit par les étudiants. Et ça, moi, j'ai trouvé que c'était assez formidable. Donc ça m'a fait un beau débat sur doit-on interdire l'avion ou pas. Mais au-delà de ça, ce sont des débats qu'on a eu tout le temps. Et une reconnaissance et un respect où on ne s'est jamais coupé, puis on a appris à construire, à parler, à évoquer ensemble. Et je crois que c'est aussi une leçon pour l'avenir, un message aussi reçu. Et on aura l'occasion de continuer. Et puis une coopération. Et moi, j'étais heureux à un moment quand on a pu accueillir aussi, et ça a été le choix du départ, les organismes nationaux de recherche avec qui on travaille, Rennes Métropole, la région, le CHU, les entreprises, l'ensemble des partenaires. Parce qu'on voit bien que le défi, il ne peut pas être résolu uniquement par notre jardin. C'est aussi une coopération globale. Et cette coopération, cette confiance, cette force que donne un collectif. Vous savez, c'est un moment quand vous n'êtes pas sûr d'y aller, vous avez une grande montagne, mais quelquefois c'est mieux d'y aller en groupe parce que vous allez comme ça gravir la montagne, tandis que tout seul, vous allez rester chez vous. Eh bien, il y a cette force du collectif qui nous permet de dire on va pouvoir tous graver la montagne. Et enfin, c'est la conséquence, c'est la fierté de ce parcours de ces 9 mois, et une fierté parce que ça a été un parcours exigeant. D'ailleurs, je le dis, moi, quand je venais pas, parce que tout à coup, j'avais une urgence, mais j'avais une remarque. Attention, on ne vous a pas vu. C'était chacun qui... Et puis, il fallait aussi apporter. On n'était pas là pour juste observer. Observer, malheureusement, c'est ce qu'on fait tous les jours. Et donc là, on était invités à prendre la parole, à faire état de nos désaccords, mais ne pas rester aussi scotché sur ce désaccord, à voir comment est-ce qu'on pouvait quand même construire ensemble. Voilà.
Voilà, c'est ma fameuse blague dans un cours de ressources humaines quand je disais groupe de travail. Je disais quel est le mot plus important, et puis on me dit groupe, et puis moi je disais travail. C'est-à-dire qu'à un moment c'était une communauté, mais pour transformer, j'allais dire prendre soin du monde. Et c'est ça qu'on a ressenti, cette fierté, cette exigence. Et cette exigence, ça nous a permis une renaissance, parce que ça fait donc 9 mois. Et vous savez, on a fondé, et je salue aussi Pascal, le président de l'ENS, on se disait qu'on était les 2 plus anciens des chefs d'établissement à avoir. Et je salue aussi Vincent, Audrey, Isabelle, Pablo, mais c'était une nouvelle université. Eh bien, en vous écoutant, je me suis demandé si ce n'était pas aujourd'hui la refondation de l'université de Rennes, parce que ça a été une vision commune. On n'aurait pas fait une nouvelle université si on n'avait pas partagé ces éléments-là. Et c'est peut-être aujourd'hui, cette refondation. Et puis, c'est un cap, vous en avez parlé, un cap, des valeurs, mais ça nous donne confiance pour l'avenir. C'est ce cap et cette réinvention. Et donc, à la fois cette confiance, cette fierté que nous portons, pour moi, c'est vous. Et c'est pour ça que je voudrais vous applaudir, vous, qui avez porté, construit et fait cette convention. C'est une fierté inexprimable. Merci à vous. Alors, quelques mots pour vous parler de la suite. Mais je ne peux pas vous parler de la suite sans vous parler d'où c'est parti, effectivement. Aujourd'hui, intérieurement, il y a une petite tempête d'émotions. Et la première émotion, c'est quand même un soulagement. Soulagement parce qu'il y a 18 mois, quand on a évoqué cette idée, honnêtement, on était plein d'énergie. On a dit, allez, on y va, et ça va le faire. Et rapidement, on a vu qu'il y avait plein d'obstacles. Est-ce qu'on allait avoir les moyens? Est-ce que vous seriez là? Est-ce qu'on allait être soutenu par l'équipe? Si l'équipe est là derrière, tous, et effectivement, c'est qu'on l'a tous voulu. Et effectivement, on y est à la 6e session. Ça y est, c'est fait. Et pour autant, il y a encore énormément de choses à faire. Là où je suis soulagé, c'est qu'on en ressort avec quelque chose d'ambitieux. Et ce n'est pas que moi qui le dis, c'est les experts qui ont eu un regard sur notre production collective. Et effectivement, on dit « Waouh, si vous réussissez à faire déjà tout ça, ce sera déjà super chouette ». Donc une très belle ambition et je pense que collectivement, on peut être très fiers de tout le travail qui a été réalisé et de la production qui va ressortir de cette convention. Et aujourd'hui, surtout, ça nous oblige. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas juste un document. Il va falloir le mettre en œuvre d'une façon ou d'une autre. Et si on est tous là sur scène, c'est pour dire qu'effectivement, on est là aussi pour porter tout ce travail. Mais également, j'aimerais tourner aussi vers vous parce que quand ça a démarré à 3, l'idée c'était d'embarquer 150 personnes de l'université, mais pour que derrière, vous-même allez embarquer le reste de la communauté pour que ça soit l'ensemble de notre université et de notre écosystème qui soit embarqué. Donc on en est là aujourd'hui. Et les prochaines étapes, c'était difficile à traduire en une seule diapo, donc la regardez pas trop. Bon, vous allez la regarder de toute façon. Tout ça pour vous dire que lorsqu'on a essayé de réfléchir sur un plan de transformation de l'université, il y aurait pu avoir une solution facile, c'est de s'appuyer sur toutes les contributions qui existent déjà, toute la matière qui existe aussi déjà à l'université, et on aurait pu partir de là. Ce n'est pas le choix qui a été fait, le choix a été de partir de cette convention pour essayer de construire justement une université en transition. Cette convention va être la colonne vertébrale de cette construction.
cette colonne vertébrale, on va devoir l'articuler, justement, avec tous les objets que j'ai essayé de mettre, j'en ai oublié sûrement, qui existent déjà à l'université ou qui sont en cours d'élaboration. Il y a effectivement les schémas qui existent déjà, que ce soit handicap, égalité, autres. Il y a des groupes de travail qui existent, recherche, formation. Il y a des feuilles de route qui sont construites déjà par les ENR aujourd'hui. Notre objectif maintenant, ça va être d'articuler cette colonne vertébrale avec l'ensemble de ces contributions pour pouvoir construire justement cette université en transition. On va devoir lui donner corps également. Pour lui donner corps, eh bien, c'est effectivement l'ensemble de la communauté qu'il va falloir embarquer, donc aller informer, solliciter aussi dans cette construction. Et les premiers muscles de ce corps, eh bien, c'est nous, c'est vous, évidemment, si vous le souhaitez, de continuer évidemment à participer à cette dynamique et de pouvoir porter collectivement cet engagement. Comme je l'ai dit, on ne peut pas fonctionner si on n'a pas un projet clair et ambitieux. Là, c'est vraiment cet objectif qui nous anime tous aujourd'hui. Et je pense que la brique qu'on vient de construire avec cette convention de l'université en transition est une brique solide et qu'on va pouvoir arrimer à l'ensemble des autres briques qui existent. Mais ça ne suffira pas. Parce qu'il va falloir évidemment non seulement avoir ce projet, mais il va falloir trouver les modalités pertinentes pour la mettre en œuvre. Gaël, je te laisse dire 2 mots là-dessus. Je vais me remettre là à côté de mes collègues dans un cadre sécurisant. Non, mais vous êtes un cadre sécurisant, il n'y a pas de souci. Alors, effectivement, on l'a dit, Eric Itty l'a rementionné, l'ensemble des experts ont mentionné voilà, la richesse et la grande ambition de cette démarche, de cette convention et de tout ce qui va en ressortir. Mais ils ont aussi très fortement questionné et appelé notre vigilance sur le fait qu'il fallait qu'on s'assure qu'on ait bien les moyens et les ressources pour pouvoir porter tout ça demain. Et c'est un vaste sujet, parce qu'effectivement, théoriquement, on est tous des ambassadeurs de cette démarche demain, mais encore faut-il que l'on trouve une modalité d'organisation qui soit à la hauteur de nos ambitions. C'est une évidence, mais il va falloir y travailler. Ce qu'on voulait tout simplement vous dire aujourd'hui, c'est qu'on est à l'œuvre. Voilà, on n'a pas attendu la fin de la convention pour essayer de mûrir un certain nombre de choses. On a aussi initié une réflexion au regard de tout ce qui a pu ressortir de nos débats et puis de toutes les réflexions organisationnelles qui sont déjà à l'œuvre au sein de l'université. Et on doit, dans cette réflexion-là, se poser un certain nombre de questions. Qui va finaliser le livrable final? Donc, il va s'agir de définir le périmètre. Qui va s'assurer que les actions voient le jour? Qui va garantir le cap et le cadre de travail qu'on a défini ensemble pour le compte de la gouvernance? Comment est-ce qu'on va articuler l'ensemble des acteurs qui œuvrent déjà, que vous êtes et bien d'autres, en faveur de la TEDS? Et pour faire ça, il faut qu'on garde aussi le cap quand on réfléchit à l'organisation future. Et il faut qu'on applique d'ores et déjà ce qu'on a commencé à appréhender, c'est-à-dire une organisation qui favorise l'approche systémique. C'est beau de le dire, mais c'est un petit peu plus complexe de l'incarner quand il s'agit de revoir nos modalités organisationnelles, donc voir plus haut, voir supra, repérer les synergies, les articuler. Une organisation qui soit soutenable. Dans le contexte dans lequel on est, c'est pas forcément une mince affaire, donc il faudra aussi ajuster. Et puis apprendre un peu à renoncer. Et puis une organisation qui favorise la coopération, la co-construction, la subsidiarité. On en a parlé ce matin, je pense que c'est important. Donc tout ça, il va falloir qu'on le... C'est grâce à ces inputs-là qu'on réfléchit aussi l'organisation de demain. Donc beau challenge, c'est attendu et c'est normal. Vous y participerez inévitablement d'une façon qu'il va falloir affiner et préciser. Donc concrètement, on se questionne aujourd'hui, c'est quoi le rôle d'une mission modo des DRS déjà dans l'environnement dans lequel on est. Ce sont des gens qui ont particulièrement œuvré à mettre en place la convention, souvent dans l'ombre, mais qui demain
évidemment, ont un rôle central pour continuer à impulser et à nous accompagner dans ces démarches, mais si aussi embarquer tous les réseaux, les ambassadeurs, on en a parlé beaucoup et à nouveau ce matin, et c'était très plaisant d'entendre les étudiants aussi reconsidérer cette notion, les facilitateurs, et puis tous les participants que vous êtes, connectés avec les démarches et les projets en cours. Iriseux en est le parfait exemple. Donc Pandora en a parlé, et c'est sûr qu'il nous faudra aussi trouver ces interactions. Donc pour tout ça, on mûrit, on réfléchit. Le livrable, vous l'aurez compris, verra le jour, ne serait-ce que pour une validation dans les instances, plutôt au mois de juin, à peu près, si on est au rendez-vous de nos ambitions. Et au moment où on partagera ce livrable, on sera aussi capable, en tout cas c'est notre défi, de proposer une organisation qui embarque tout ce monde-là, qui soit aussi, j'ose le mot, même si on l'a pas beaucoup utilisé, efficace, simple, lisible pour tout le monde, et qu'on soit capable réellement de mettre en œuvre toutes ces actions-là. Donc rendez-vous en juin, et dans un travail d'intercession, vous serez fortement sollicités également. Merci. Ouais, on va se réinstaller. Ouais. J'ai juste un dernier mot à dire, mais je pense que je vais faire monter d'autres personnes sur la scène. Ludovic, t'es prêt? Non. Évidemment, on ne pouvait pas terminer cette séquence-là sans dire un grand merci. Vous l'avez compris, il y a 18 mois, on a lancé une idée. Cette idée, évidemment, elle arrive aujourd'hui à son terme lors de cette session 6. Ça n'aurait pas pu se faire sans un grand nombre de personnes. C'est quelque chose vous l'avez bien compris, qui ne se fait pas seul. Et en premier lieu, je ne peux pas évidemment m'empêcher de remercier et de faire monter sur la scène l'équipe projet que vous allez applaudir bien fort. Donc Ronan, Émilie, Sophie, Claire, Stéphane. Ils sont où? Claire et Stéphane, ils sont où? Il y en a qui se planquent là-haut. L'équipe cœur. Alors évidemment, donc l'équipe cœur, c'est évident, ils ont été au cœur de toute cette convention. Ça n'aurait pas pu se faire évidemment sans l'ensemble des services de l'université qui ont été en appui évidemment et qui sont encore en appui aujourd'hui de cette convention. Les contributeurs, les intervenants extérieurs évidemment et intérieurs qui ont participé aux plénières. Et surtout aujourd'hui, on voudrait remercier nos facilitateurs. Descendez, allez hop!
Un très grand merci à eux. Donc, vous l'avez compris, ils ont pris du temps, hein, en plus de leur travail habituel, pour se former, pour échanger, pour participer à tous les temps de préparation des différentes sessions. Ça a été un travail de dingue. On est d'accord? Un chouïa, un chouille. Donc, un très grand merci à vous pour votre participation. Céline, aujourd'hui, elle est en observatrice, mais viens donc par là, toi aussi, ouais. Allez. Allez, viens participer à la fête. Et évidemment, donc tous ceux qui étaient à ranger, à placer les panneaux, à faire toutes les petites tâches, hein, évidemment, qui ont fait que ça a fonctionné. Hein. Certains étaient encore dehors en train d'aider à ranger. Donc un grand merci vraiment à tous ceux qui ont participé. On peut les applaudir, hein, parce que je ne suis pas sûr qu'ils soient tous dans la salle d'ailleurs. Hein. Donc, ouais. Et je vais passer aux participants. Comment? D'accord. Merci les participants. On se coordonne. C'est bien calé. On est bien calé, on est bien calé. Et évidemment, cette convention n'aurait pas pu avoir lieu si vous n'y avez pas participé. Donc un très, 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 très grand merci à vous tous et toutes. Merci à vous. C'est vous qui l'avez fait. Merci. Ouais. On a supprimer. J'y vais. Ouais. Je vous vois venir, vous vous dites que c'est fini. Mais pas du tout. Hein. Donc, rappelez-vous, on a une petite séquence engagement derrière qui compte. Bon, avant ça, quand même, Ah, mais vous pouvez rester, les facile. Eh oh! Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, il y en a qui bossent. Non, mais quand même, avant ça, on finit de dire merci, parce que nous, on n'a pas fini de dire merci. La première chose, c'est quand même, je voudrais rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure par le président, parce que on voudrait remercier le bureau pour sa confiance et effectivement pour avoir accepté de travailler avec nous, parfois bizarrement. J'ai eu peur à un moment donné que la prochaine fois qu'on leur présente une table, une salle sans chaises, avec sans table, pardon, avec des chaises en rond, ils ne veuillent plus s'installer. D'avoir accepté de nous faire confiance sur le travailler autrement, d'avoir accepté de ne pas tout savoir des fois, d'avoir accepté de nous accompagner sur ce chemin. Et j'ai envie de vous dire, un peu comme Julia, maintenant il faut continuer. Hein, même si l'équipe projet n'est pas là pour vous faire travailler comme cela, poursuivez et puis poursuivons ensemble surtout. Voilà. Qui veut lancer les merci? On a plein de merci à dire. Allez, tu commences. Allez, on en a plein. Je me joins à tout le monde. Alors, merci à vous toutes et tous qui êtes là et qui nous avez fait, vous nous avez fait confiance, avec parfois des surprises, des choses un petit peu surprenantes. Donc, merci pour ça, pour vos rires, pour vos larmes, pour les yeux qui pétillent, pour les coups de main, pour les coups de pied aussi, et tout ce qui nous a permis de grandir ensemble. C'est une sacrée aventure ces 9 mois, encore une fois, c'est pas fini. Et puis, waouh, je me tourne vers ce collectif de dingue là qui a œuvré pour le coup avec cœur et toute l'énergie. Ceux qui sont là, ceux qui sont déjà en train de repartir, distribuer les cartons, ceux qui se sont occupés du traiteur, de la logistique, des impressions, de la signalétique, enfin tout. C'est une équipe de dingue qui était derrière, mobilisée dans la joie, dans la bonne humeur. Et ouais, il y avait de la joie et il y en aura encore. Et ça fait du bien. Donc, un grand merci pour ça. Et on avait un merci collectif à faire aux vivants, à la nature, à la biodiversité, qui nous a inspirés aussi pendant ce moment-là, qu'on a regardé, et puis qui fait qu'on est là quand même.
Moi, je pense que le plus beau merci, c'est tous les partages et les liens qui se sont tissés. J'en ai encore eu beaucoup d'exemples dans l'atelier de ce midi. Et dans ce qu'ont dit aussi les étudiants, de la capacité de parler en son jeu, mais la vitesse avec laquelle aujourd'hui, j'ai vu le groupe capable de faire un nous rapidement, de dire cette voix-là, on la porte ensemble, et en moins de 5 secondes de prendre une décision en disant cette somme de jeux, on est capable d'en faire un nous dans des propositions très concrètes pour prendre des décisions à une vitesse assez impressionnante. Moi, je dis que ça, pour moi, c'est un immense contentement, en fait, de voir ça aujourd'hui. Et donc, merci aussi de nous avoir, là, du coup, je reparle en mon jeu, beaucoup nourri. J'ai énormément appris pendant cette convention. Et je pense que ce n'est pas fini pour la suite. On vous propose une dernière petite séquence avant une dernière petite surprise. On a parlé d'engagement, vous avez des petits cartons dans les mains. On a démarré avec la vision partagée de la réussite du projet et on vous propose de terminer avec un engagement que vous prenez, un engagement personnel qui va permettre de soutenir cette démarche et cette dynamique collective de la Convention. Et puis il y aura de la même manière un petit arbre qui vous attendra à la sortie et vous pourrez en sortant accrocher cet engagement et de nouveau faire œuvre commune avec cet arbre des engagements. Prenez un peu de temps, partagez les stylos, les bouts de papier, on est dans la mutualisation. On se donne quelques minutes pour noter ça. Et si ce serait super chouette, si certaines sont prêts à le faire, on fera tourner un micro. Et si certains d'entre vous ont envie de partager leur engagement, on serait très très heureux de vous entendre. Est-ce que certains ou certaines d'entre vous auraient envie de partager ce qu'ils ont écrit aujourd'hui ? On est entre nous, ne vous inquiétez pas.
participer à embarquer tout le monde. Merci. On peut y aller en popcorn comme ça. On a des micros si vous voulez. Oui. T'as raison. Excusez-moi, je vais être un peu embêtante, mais on veut bien que vous parliez dans le micro, comme ça s'entend quand on enregistre. Partage. Ouais. Double engagement. Je m'engage à participer à la cuisine collective autogérée de Valentin au moins 2 jours par semaine. Ah oui. Participer à embarquer tout le monde. Venir à une association des amis de la Convention qui veille à ce que la présidence suive le livrable et fasse vivre le débat dans l'université. Alors, d'autres partages ? Je m'engage à faire les 2 pas de côté pour expérimenter une recherche durable. De toute façon, la surprise n'est pas prête, donc sinon, c'est Ludovic qui va venir chanter en attendant. Je m'engage à ne plus faire cette blague. On peut pas tenir un engagement comme ça, c'est pas possible. Et si c'est pas un engagement, et si vous voulez partager aussi un mot, une réflexion, votre état d'esprit, c'est possible. Moi, je m'engage à continuer à faire les liens interservices, à développer les liens interservices qu'on a développés au Tabor, parce que c'est un super groupe de travail et j'espère qu'on continuera à travailler ensemble puis à s'enrichir des vécus des uns et des autres. Donc, continuer la team Tabor, voilà. Alors moi, je m'engage à toujours animer les collectifs que j'anime en faisant vivre l'horizontalité qu'on a connue ici. Merci. Cécile, je m'engage à essayer de faire fructifier la qualité des interactions qu'on a vécues ici dans la Convention, dans mon environnement professionnel. Merci Fabienne. J'ai cru que quelqu'un prenait la parole là, non ? Je m'engage à essayer de transmettre toute la joie et l'énergie que j'ai reçue grâce à vous pendant cette convention. Merci Roselle. Je m'engage à venir planter des pommiers avec Loïc et à mettre en place un système de partage des pommes ou des compotes avec les gens des quartiers autour. Il y a eu match, c'est bon. Merci beaucoup pour tous ces partages. C'est l'heure de la fin de cette plénière qui clôture notre parcours. Nous vous donnons rendez-vous
pour la mesure d'adhésion, vous le savez, qui va arriver dans les prochains jours et on aura des occasions de se retrouver. Et on vous redonne rendez-vous aussi fin mars pour la remise du livrable final de cette convention. Et d'ici là, on avait envie de terminer un petit peu en musique. Juste avant ça, moi je tiens à vous dire que le 31 mars, c'est donc la date de remise. Vous serez tous invités, donc notez-le bien dans vos agendas. Ça sera le 31 mars en deuxième partie d'après-midi. Voilà. Et place à la joie de nouveau et la musique. Et c'est la fanfare de l'INSA que nous accueillons.